nous ne pouvons pas réussir. Mais au moins, on peut donner l'exemple pour dire que c'est possible. Si on ne réussit pas à l'école, on peut réussir dans la vie professionnelle. Et on parle, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé des articles, des conventions des Nations Unies, des conventions de l'UNESCO, UNICEF. Tout ça, dans ces sociétés-là, dans le cadre des RSE, on parle d'inclusion, on parle de... Il y a beaucoup de sociétés qui prennent les enfants déficients intellectuels, ils parlent des handicaps, ils font de l'inclusion dans les sociétés. Il suffit simplement de faire la demande et ils peuvent inclure ces personnes-là avec, en situation de handicap dans leur société. Mais ça fait partie de leur politique. Vous dire que on ne doit pas rester ici simplement, mais on doit faire beaucoup de plaidoyer par rapport à ça. Donc, vraiment, pour vous dire que le thème aujourd'hui, c'est la prise en charge des enfants en situation d'handicap à bas âge. Comment on peut faire? Qui doit intervenir médicalement? Est-ce que s'il est malade, il peut aller à l'école? S'il n'est pas suivi médicalement, est-ce qu'il peut aller à l'école? Maintenant, s'il n'est pas intégré, est-ce qu'il peut intégrer? Est-ce qu'il peut aller dans la société? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Tout ce travail-là, euh, ce que je disais tout à l'heure, il y a les professionnels, il y a la société, il y a les parents et il y a tout le monde. Donc, c'est ça que je tenais à vraiment argumenter par rapport à toutes ces questions qu'on vient de se Merci soulever. beaucoup. Merci beaucoup, M. Thiam, pour cette réponse. Avant de donner la parole, il y a des personnes qui ont levé la main, Fatou, Dr Ounogbe. Merci de montrer que oui, le travail, il y a encore des défis à relever, mais il y a des perspectives à explorer. Je vous avais parlé tout à l'heure de la politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises, dont le volet social inscrit au cœur de ces démarches la promotion de la diversité. Et dans la diversité, il y a la prise en charge du handicap. Donc, il y a effectivement, à côté de l'État, d'autres acteurs qu'on peut aller solliciter. Vous avez dit effectivement qu'il faut que tout le monde s'y mette. En tout cas, l'École nouvelle en éducation spécialisée entend jouer sa partition dans la sensibilisation, le renforcement des capacités de tous les professionnels qui interviennent dans ce secteur-là. Et c'est la raison pour laquelle ce webinaire-là a été organisé. C'est la raison pour laquelle un certificat sera proposé pour renforcer les capacités de formation. En tout cas, NS en tant qu'acteur jouera sa partition pleinement. Alors, docteur Onogbe, nous allons faire honneur à Fatou, qui était parti faire sa prière et qui nous est revenu et qui demande la parole. Et ensuite, je vous donnerai la parole, docteur. Fatou, vous avez la parole. Allô, Voilà, Fatou, vous merci. nous entendez? Oui, monsieur Sec, je vous reçois bien, oui. Je Merci pense beaucoup, que, merci. j'espère que je me fais entendre bien. Oui, on vous entend très bien. Voilà, merci, monsieur Sec, de nous avoir donné la parole. Et remercier aussi monsieur Thiam pour cette belle intervention qu'il a eu à faire concernant la prise en charge des enfants handicapés. Un sujet qui mérite beaucoup de réflexion, qui mérite d'attirer l'attention de nos autorités étatiques. Parce que c'est un sujet qui est sérieux et qui est toujours en retard. Le Sénégal est toujours en retard par rapport aux autres pays concernant l'inclusion de ces enfants-là. Et c'est un sujet très sérieux. Moi, j'ai été AVS avec Handicap International pour des enfants sourds-muets, mais j'avoue que c'était pas facile. C'était pas facile. Mais si on aime ce qu'on fait, on y va avec le cœur, on y va avec le courage. Je salue de passage mes collègues qui sont là, Maïmouna et Fatou Poulo et Yannick aussi. C'est un sujet qui est très sérieux parce que nos autorités doivent prendre en charge l'inclusion parce que souvent, ces enfants sont victimes de rejet dans certaines écoles ou bien s'ils réussissent au CFE, s'ils vont dans les collèges, ils sont souvent rejetés parce que c'est des oui, il n'y a pas l'accompagnement de l'État. L'ONG qui est là est partie, il n'y a plus d'accompagnement concernant les moyens et du coup, parfois, ils peuvent rejeter les élèves. Et ce qui me fait mal, c'est que souvent, c'est des élèves qui sont pleins de potentiel, des enfants très intelligents. Les collègues qui travaillent avec eux savent de quoi je parle. Des élèves très engagés, très motivés, passionnés par ce qu'ils font. Et souvent, s'ils sont victimes de rejet, ça les blesse psychologiquement et ça peut les pousser à détester l'école. Et c'est pas bon. Donc, j'aimerais vraiment que l'ENS
prennent en charge cette plaidoirie au niveau des ministères, depuis tous les ministères, au niveau de la société, la sensibilisation, partout où vous connaissez, où vous pouvez faire passer vos voix, on vous en prie, faites-le parce que ces enfants, ils en ont besoin. Leurs parents en ont besoin. Parfois, tu reçois des parents, tu sens qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce que tout parent aimerait que son enfant aille à l'école, aimerait que son enfant réussisse dans la vie. Maintenant, tu vois un parent qui a tous les moyens financiers pour amener son enfant à l'école, mais l'enfant a un handicap, qu'il soit sourd-muet, handicapé moteur ou bien déficient visuel, ça dépend. Mais tu sens que ses parents sont inquiets parce qu'ils ne trouvent pas trop de moyens, ils ne connaissent même pas par où passer pour, pour scolariser leurs enfants. Et quand tu les reçois, parfois tu sens que leurs inquiétudes psychologiques et à toi, enseignant, ou bien à toi, l'AVS, de rassurer le parent, de faire tout ton possible pour que le parent soit confiant et confiance en toi pour qu'il puisse au moins avoir la tranquillité d'esprit d'amener toujours son enfant à l'école. Et je demande aussi à ces enseignants et AVS de, de se donner davantage, de s'engager encore pour ces enfants parce que ils n'ont pas demandé à naître handicapés ou bien déficients. Tout parent aussi peut un jour avoir un enfant qui vit avec un handicap. Bon, c'est juste de la volonté divine de donner à tout un chacun l'enfant qu'il veut. Donc, chacun peut avoir ces types d'enfants. Donc, je demande à ces enseignants et AVS de s'engager encore et encore, de se donner corps et âme pour ces enfants et de se mettre à la place du parent qui est venu inquiet, qui ne connaît pas par où mettre son enfant, par où passer pour scolariser son enfant, ou bien par où passer pour que son enfant puisse au moins bénéficier d'une formation professionnelle qui pourrait lui rassurer, lui garantir un avenir un peu stable. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défis qui sont là. Donc, vous, l'ENS, si vous pouvez faire tout votre possible pour se faire entendre, sensibiliser, surtout beaucoup parler à l'État pour qu'il puisse prendre en charge ces enfants-là. Parce que c'est des enfants pleins de potentiel. Ils aiment ce qu'ils font. Ils sont très engagés. Et souvent, ils sont les meilleurs dans les classes, ce qui me fait beaucoup plus plaisir. Tu vois des élèves qui sont les premiers dans les classes, très engagés dans ce qu'ils font, des élèves très sérieux, machallah. Donc, si on les prend en charge, tu verras qu'ils ont beaucoup de potentiel. Tu verras qu'il y a énormément de potentiel qui dort en eux. Donc, ce que nous pouvons faire à notre niveau, les enseignants et AVS qui sont toujours dans ces projets-là, de s'engager davantage. Pour le moment, comme il n'y a pas tous les moyens du bord, de se débrouiller avec les moyens qu'on a, de faire beaucoup d'efforts pour aider cet enfant. Les AVS, tout à l'heure du manque de pédagogie. Donc, les AVS, il y a des formations payantes qui se font pour se former pédagogiquement. Même si vous n'êtes pas à l'EFI ou bien au niveau des CRFPE, vous pouvez aller payer ces formations-là. Engagez-vous, payez ces formations. N'attendons pas l'État. Ce que je me dis souvent, c'est que chacun doit se faire, doit s'y mettre selon ses moyens, en attendant maintenant que l'État nous y trouve. S'il nous y trouve, c'est bon. S'il ne nous y trouve pas, nous allons faire de notre mieux pour assister ces enfants parce qu'ils en ont besoin, leurs parents en ont besoin. Donc, mettons la main à la pâte. Les AVS, prenez de votre salaire, tant soit peu, pour aller payer ces formations-là, s'outiller pour mieux assister ces enfants qui ont besoin d'éducation. Parce que quoi qu'on dise, l'enfant a droit à l'éducation selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, quel que soit son handicap, quelle que soit sa localité où il vit, quelle que soit la déficience qu'il a, l'enfant a droit à l'éducation selon la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, les enseignants, ils n'ont plus le droit de rejeter ces enfants-là ou bien de dire oui, il n'y a pas de moyens, on n'a pas été formé pour ça. Certes, en début, il n'y a pas de formation, mais
l'enfant a droit à l'éducation. Donc, c'est à nous, les enseignants, de nous accommoder, de nous adapter à ces types de déficiences pour accompagner ces enfants et aussi réveiller le potentiel qui dort en eux parce qu'ils peuvent beaucoup servir notre pays. Et je commence à être longue, vraiment, je m'en limite là, il y a énormément de choses à dire, mais en tout cas, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'État, sensibilisation, plaidoirie, pour que ce projet d'éducation inclusive soit pris à bras le corps par l'État, parce que les enfants en ont besoin, leurs parents en ont besoin, ils sont inquiets, ils ne savent pas par où passer pour scolariser leurs enfants. Merci de nous avoir écoutés. Merci infiniment, Madame Fatou. L'ENES continuera son travail de sensibilisation. L'ENES continuera aussi, comme vous l'avez souhaité, son travail de renforcement des capacités. Je vais donner la parole à Dr Ounogbe et après, je vais vous entretenir très rapidement aussi du certificat et du travail qu'on va faire dans ce truc-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dr Ounogbe, vous avez la parole. Merci, chers collègues. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, docteur. OK. Je tiens très sincèrement à vous remercier pour cette très, très, très belle initiative. Alors, c'est ma première fois de participer à ça au Sénégal et j'ai été invité par l'aîné, Monsieur Tamsir Seck, qui, justement, dans sa bienveillance, a voulu que je participe à cette rencontre et surtout, étant donné qu'il s'agit d'une rencontre de donner et de recevoir, que l'on puisse partager nos idées. Alors, je vais dire qu'en réalité, cette problématique que nous abordons est une responsabilité même que nous avons à l'égard de la société, à l'égard de l'histoire. Parce qu'en réalité, si nous prenons même nos traditions africaines, l'enfant n'appartient pas à quelqu'un, l'enfant appartient à tout le monde. Donc, il est de notre responsabilité de trouver les voies et moyens pour tenir compte de la spécificité de chaque enfant. Et tout enseignant formé sait qu'il y a un effort d'adaptation à faire pour permettre à chaque enfant dans sa classe ou bien dans son amphi, peut-être dans les amphis, c'est encore plus compliqué, mais dans les salles, de pouvoir d'amener l'enfant à le suivre, à trouver les stratégies pour le faire. Les États comme l'Europe, en Europe, au Canada, le réussissent. On peut également le faire chez nous. Maintenant, l'autre réalité, elle est celle-ci. Quand nous prenons les enseignants que nous avons dans les cursus primaires, même chez nous, dans le système universitaire, les enseignants ont des curricula qu'ils doivent dérouler. Ils ont des programmes à finir. Ils sont talonnés, ils doivent présenter les enfants aux examens. Donc, parfois, ils se disent, ben, si je dois consacrer tout ce temps à cet enfant, je risque d'être en retard, on risque de me demander des comptes, je risque de ne pas être à jour sur la maquette qui m'a été confiée. Du coup, les enseignants sont perdus. Mais moi, je continue par croire en une chose, c'est la technique de l'apprentissage différencié. Je refuse l'idée selon laquelle les enfants qui souffrent d'un handicap, quelle que soit la particularité, il faut créer une école spéciale pour eux. Est-ce que ce n'est pas aussi de l'exclusion? Je refuse aussi l'idée d'avoir les classes les classes classiques où on va mettre tous les enfants à un niveau d'égalité. Là aussi, c'est les mettre avec des gens, c'est comme on met quelqu'un qui a un handicap physique avec quelqu'un qui n'en a pas, on leur demande de courir ensemble. Il est évident que celui qui n'a pas d'handicap va arriver plus tôt. Et donc, moi, je crois beaucoup à l'apprentissage différencié, en m'inspirant du modèle canadien où tous les enfants ayant les mêmes droits sont dans les mêmes écoles. Maintenant, en étant dans ces mêmes écoles, on peut avoir des cellules spéciales pour accompagner tel groupe d'enfants atteints de telle pathologie, tel groupe d'enfants étant atteints de telle pathologie et tout. Ce qui fait que dans une université ou dans une école, tout le monde y est. C'est l'inclusion totale. Tout le monde a ses chances. Mais pour les enfants qui ont besoin d'un accompagnement spécial, eh bien, il y a des cellules spéciales qui les accompagnent. Et cela va également jusqu'à l'organisation des examens spéciaux. Et ça, c'est aussi un vrai retard chez nous en Afrique. Quand nous prenons le cas du Sénégal, aujourd'hui, nous avons des enfants. Si vous avez un enfant qui a des difficultés de langage, un enfant qui a un handicap physique,
Il va dans la même école que tous les autres, à l'examen, il passe les mêmes examens que les autres, alors qu'ils n'ont pas les mêmes capacités. Donc, il va falloir trouver les voies et moyens pour faire des examens spéciaux à ces enfants qui sont dans des situations spéciales. Il y a l'importance également du lobbying et du plaidoyer. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas tolérer qu'on ait à Dakar des bus qui ne tiennent pas compte des personnes à mobilité réduite. On ne peut pas tolérer les bus qui sont du service public. On ne peut pas tolérer que la loi d'orientation sociale ne soit pas respectée. On ne peut pas rentrer dans un service sans qu'on ne trouve une seule personne avec un handicap. C'est-à-dire que c'est une insuffisance manifeste tant du point de vue de la réglementation, du point de vue des personnes qui managent également. Il faut arriver à un niveau où la loi d'orientation sociale soit appliquée dans toutes les sphères de notre pays pour permettre à chacun d'avoir sa place et de se retrouver. L'autre chose également, sans être loin, et qui est d'ailleurs la chose fondamentale, c'est la responsabilité de l'État. Nous devons reconstruire le modèle de société que nous avons. Il n'est pas question de continuer à fonctionner en ignorant cette partie importante de notre société. Parce qu'en réalité, nous pensons qu'en les ignorant, nous dépensons moins. Mais en réalité, nous perdons beaucoup plus. Il s'agit des gens qui ont des potentiels énormes et nous avons l'obligation, comme je l'ai dit, de tenir compte de leurs particularités, tant dans leur formation, tant dans le système d'évaluation, tant dans leur inclusion dans la société et tant dans leur intégration dans la vie professionnelle. Voilà un peu ce que je voulais dire, en vous remerciant encore une fois. Désolé si j'ai été long. Merci infiniment. Vous n'avez pas été long, c'était très enrichissant. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir montré que finalement, la problématique de la prise en charge de l'enfant renvoie à deux choses. La première, c'est quel est le type comme si les sociologues souvent se disent quel est l'homo sénégalensis que l'on veut construire à travers le système de formation. Ben, vous êtes en train de nous dire quel type de société voulons-nous construire. Est-ce qu'il s'agit d'une société qui exclut, qui discrimine, qui marginalise, ou s'agit-il d'une société qui inclut et qui respecte donc les droits de tout un chacun, quelle que soit sa situation, son handicap? Et je pense que c'est cette réflexion globale que nous devons avoir. Et à l'instar de tous ceux qui sont intervenus, je pense qu'il s'agit que tous les acteurs, à quelque échelle qu'ils se trouvent dans la société, qu'ils puissent non seulement redoubler d'efforts parce que les défis sont énormes, qu'on puisse tout simplement aussi avoir une synergie d'action en mutualisant nos forces et nos expériences pour continuer à faire le plaidoyer auprès de l'État, mais que nous continuons aussi à œuvrer comme nous le faisons les uns les autres. Et c'est dans ce sillage-là que NS inscrit son action. Et tout à l'heure, Mme Sow, dans son intervention, appelait à un renforcement de capacité des professionnels. Monsieur le Dr Achille aussi l'a dit. Et dans ce cadre-là, je voudrais juste m'arrêter une minute avant qu'on aille vers la conclusion, parce que c'est vrai que ça fait à peu près presque 2 heures de temps qu'on est ensemble et vous avez eu une journée de travail et donc nous vous remercions vraiment de cette patience. Nous voulons vous informer qu'à la suite de ce webinaire, l'École nouvelle en éducation spécialisée va offrir en tout cas un certificat intitulé Certificat de prise en charge du handicap chez l'enfant. En général, ces formations qui se déroulent se font en bimodal. D'abord en présentiel, ce sera du 19 au 20 juillet 2025, un ensemble de cours en ligne, 7 cours en ligne, parce qu'il y a 7 modules qui vont approfondir l'ensemble des thématiques que nous avons abordées aujourd'hui dans le webinaire, que ce soit sur la problématique de la compréhension du handicap, que ce soit sur le cadre juridique et les politiques publiques en matière de handicap chez l'enfant, que ce soit sur les perceptions, les représentations. Il y a un module sur l'approche historique, culturelle et sociale du handicap chez l'enfant. Nous allons parler aussi des approches éducatives et pédagogiques adaptées ce qui permettra de revenir sur
les différents types d'approches dont a parlé M. Cham. Il y a ce qu'on appelle les interventions thérapeutiques et rééducatives. Aussi, ce sera un module. Il y aura un module, on a parlé de la prise en charge pour regrouper tous les acteurs, une approche multidisciplinaire, donc l'accompagnement global et surtout le soutien à la famille. Et enfin, le dernier module que nous aurons sera autour des techniques pratiques et outils d'intervention autour de la prise en charge du handicap chez l'enfant. Donc, je rappelle ce certificat sera déroulé d'abord en ligne du 7 au 15 juillet 2025. Donc, la programmation de tous nos certificats tient compte de la situation professionnelle des uns et des autres. Le présentiel donc, sera suivi, un présentiel sera organisé le 19 et le 20 juillet, mais précédé d'une immersion qu'on va faire dans une structure d'accueil d'enfants en situation de handicap en particulier. Nous pensons aussi que ce sera au centre Talibou Dabo, comme aussi nous pourrons aller aussi au centre verbotonal qui est au niveau de là. Donc, il y aura une immersion pour que vous voyez en pratique, discuter avec des professionnels pour la prise en charge, pour compléter votre formation théorique qui a été faite en ligne du 7 au 15 juillet. Donc, présentiel 19 juillet, immersion le 18 juillet. Et le coût, tout simplement, de cette formation est de 30 000 francs parce que c'est vraiment notre participation, notre contribution que nous faisons. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on veut tarifer à des étudiants. On veut le rendre accessible le maximum possible à tous les professionnels qui veulent se renforcer pour pouvoir offrir une prise en charge adaptée tout simplement à ces enfants qui sont nos enfants. En tout cas, merci beaucoup. Nous aurons grand plaisir à vous accueillir. Nous partagerons l'information sur le certificat à travers nos canaux officiels. Et je pense que s'il n'y a pas de parole demandée, nous allons, M. Thiam, vers une conclusion, un dernier mot par rapport à... Oui, Madame Diop, oui, Madame la Présidente, oui. Excusez-moi. Je voulais féliciter effectivement l'ensemble des intervenants dans ce panel qui était fort riche. On n'a pas développé, effectivement, il y a pas mal de points, on a vraiment survolé, mais on a entendu des choses très profondes. Je voulais saluer la présence qui me fait grandement plaisir de Madame Si, qui est directrice de Spécial Olympique. Je voulais aussi remercier chaleureusement Monsieur Thiam pour son intervention, mais je voulais aussi, ce que j'ai entendu et ça m'a fortement interpellé en tant qu'être humain, ça serait bien qu'effectivement chaque personne qui était là durant ce panel, qui était fort de sens, qui puisse laisser son mail sur le chat pour qu'on puisse effectivement voir, parce qu'on l'entend, il ne s'agit pas de se dire quelque chose, mais il s'agit d'agir aussi. Et l'école nouvelle en éducation spécialisée, elle rêve d'une société inclusive. Et c'est pour ça qu'elle vulgarise sans arrêt des webinaires, qu'elle parle effectivement des populations en situation de vulnérabilité, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées ou quelle que soit la personne qui soit en situation de vulnérabilité, on veut la regarder, on veut l'accompagner. Donc j'aimerais bien effectivement, parce qu'on l'a entendu, j'ai entendu Madame Si le dire, j'ai entendu Monsieur Thiam le dire et d'autres personnes, ça serait bien que ça ne reste pas lettre morte. Donc j'invite effectivement qu'on puisse s'envoyer reprendre les mails et savoir effectivement qui va porter ce plaidoyer à travers les autorités, parce qu'on sait qu'il y a plein de personnes qui sont en train d'œuvrer malgré tout, avec tous les inconvénients, tous les obstacles qui sont en train d'œuvrer, mais je pense qu'ensemble, et puis en se mettant de bloc, on pourra effectivement faire entendre notre voix pour une société plus inclusive. Donc c'était ça mon propos, et je m'excuse et je remercie très sincèrement vous en tant que directeur d'études, parce que c'est un webinaire qui était très riche, et toutes les personnes qui étaient là, Cédina Omar, enfin toutes les personnes de l'ENS, et je vous encourage et je vous félicite largement. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame la Présidente. Je pense que voilà, une initiative vient d'être lancée. Mettons-nous ensemble, conjuguons nos forces, portons le plaidoyer pour une société plus inclusive. Nous sommes très ouverts et nous attendons. Donc voilà, partageons nos contacts et nous allons voir comment effectivement nous pourrons continuer effectivement à faire ce travail-là. Merci. Donc il y a des mails qui commencent à être envoyés. Merci, Dr Achille, d'avoir envoyé votre mail. Donc mettez votre mail dans votre chat
dans le chat et nous vous reviendrons très rapidement pour savoir quel type d'initiative pouvons-nous faire pour conjuguer nos efforts ensemble. Merci beaucoup encore, Madame la Présidente. Alors, je voudrais donc, oui, compte tenu du temps qu'il fait, de pouvoir tout simplement demander à M. Thiam s'il a un dernier mot à dire en termes de synthèse et de réaction par rapport à tout, et en vous félicitant très, très chaleureusement pour votre présentation, la profondeur des éléments que vous avez tout simplement développés. Merci beaucoup, Tamsir. Merci beaucoup à tout le monde. Vraiment d'avoir donné l'oreille attentive par rapport à tout ce que je viens de dire. Peut-être, je ne suis pas médecin, je suis simplement avec l'expérience que j'ai vécue sur le terrain que j'ai essayé de partager avec vous. Mais la présidente m'a marqué sur la langue pour vous dire que elle a fait la synthèse. Sérieusement, elle a fait la synthèse par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Pour dire que normalement, tout ce qu'on vient de se dire avec les partages d'emails, au niveau de l'école, nouvelle école, on devrait organiser peut-être des forums family, c'est-à-dire organiser des conférences concernant tous ces parties prenantes-là qui sont présents aujourd'hui sur le webinaire pour mieux échanger encore, pour mieux faire comprendre à l'État que c'est possible, parce que ça se passe dans les pays occidentaux. Peut-être il y a des modèles, plusieurs modèles qui existent. Et pourquoi on doit se poser la question? Pourquoi le modèle africain est laissé en rade? On l'enseigne pas dans nos écoles, on l'enseigne pas dans nos écoles spécialisées. Et pourquoi? Et ça mérite une question. Et la tendance actuellement, il y a beaucoup de familles européennes, il y a beaucoup de familles africaines qui vivaient en Asie, qui vivaient en Afrique, qui vivaient en Europe, qui vivaient en Amérique, qui commencent à descendre au pays natal, c'est-à-dire dans leur village natal, pour avoir cette socialisation-là. Pourquoi? Est-ce qu'on s'est posé cette question-là? Le pourquoi? Est-ce que c'est pas le moment maintenant, nous, en tant qu'école spéciale, nous, en tant qu'organisation, pour leur faire comprendre, parce qu'il y a des nouvelles donnes. Les esprits commencent à changer. Les gens ont plus de temps, peut-être en Afrique, pour s'occuper socialement des personnes avec handicap. Maintenant, il reste à l'État de faire comprendre à l'État que c'est quelque chose de possible. Il suffit de nous donner la main. Il suffit de nous écouter et de nous donner les moyens. Nous, on pourra faire quelque chose. Peut-être avec les nouvelles dynamiques des jeunes qui sont des éducateurs spécialisés, ils peuvent apporter leur pièce d'édifice. Merci beaucoup, M. Thiam, pour ce mot de la fin. En tout cas, je vais rebondir sur le dernier point que vous avez ouvert, qui est tout simplement la problématique de la présence de nos modèles africains. Vous savez que l'ENS est adossé aux épistémologies du Sud. Parler des épistémologies du Sud, c'est parler de la valorisation de tous les savoirs locaux, où qu'ils se trouvent, et en particulier en ce qui nous concerne, il s'agit des savoirs africains, de toutes les connaissances qui ont été produites par nos sociétés au fil des temps et qui nous ont permis de construire une société, qui nous ont permis tout simplement de prendre en charge nos enfants, de prendre en charge le handicap, de prendre en charge nos aînés. Il y a des connaissances, des savoirs et des savoir-faire qui ont été invisibilisés tout simplement par l'Occident, par les modèles occidentaux, et que nous mettons tout simplement au cœur de notre démarche, parce que notre vocation et de les valoriser, de leur donner toute leur dignité et de leur donner leur place tout simplement dans le concert des nations. Oui, les approches qui vont être développées à l'ENS sont des approches qui sont tout simplement adossées à nos valeurs, à nos réalités socio-culturelles, et nous allons donner ces touches africaines à la formation des éducateurs qui vont être formés, que ce soit en continu ou bien en formation initiale à l'ENS, pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont des ressources dans leur culture, qu'ils ont des ressources dans leur société et qu'il faut les mobiliser pour que la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité soit la plus appropriée, soit en phase avec nos valeurs culturelles. En tout cas, merci pour cet élément que vous avez soulevé, M. Thiam, et qui est véritablement notre raison d'être, la valorisation de nos valeurs, de nos cultures. Donc, merci. Nous tenons vraiment à remercier l'ensemble des participants, à la fois pour leur présence, mais pour leur patience, parce que ça fait 2 heures de temps que nous sommes ensemble. Vous avez été excellents, certainement, parce que aussi M. Thiam nous a entretenu de manière très intéressante
sur une thématique d'intérêt, sur une thématique qui questionne tout le monde, qui interpelle la conscience de chacun d'entre nous si nous voulons ensemble construire une société inclusive. Vraiment, merci beaucoup. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement parce que l'ENES, c'est un rendez-vous tous les mois pour mettre sur la table des problématiques sociétales sur lesquelles nous voulons réfléchir, faire prendre conscience et agir. Et à partir d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, avec l'initiative que vient de lancer Madame la Présidente,